Bonjour à toutes et à tous, cela fait un an et demi que je n'ai pas posté ici. Mais à culpa, je suis désolée. J'avais une vie, elle était prenante. Je compte dans les mois, années à venir avoir une vie un petit peu moins prenante. Donc c'est pour ça que je reviens sur YouTube. Il n'était pas très simple de savoir avec quelle vidéo revenir. Et je me suis dit que le format vlog était tout de même un petit peu plus sympa, déjà parce que moi c'est ce que je préfère filmer. J'aime le fait d'avoir des avis et des approches un petit peu plus simples, un peu moins cadrées, que ça soit dans ma façon de m'exprimer ou vis-à-vis des retours et des avis lecture que je peux avoir. J'aime cette manière d'avoir un avis direct sans forcément qu'il soit trop écrit, trop réfléchi. Et surtout, lorsque je vous vois en format vlog, vous savez que vous pouvez vous attendre à des choses qui sont assez chiantes, assez lentes, que je peux parler de moi. On va peut-être parler de moi 2 minutes, comme ça va être fait. Oui, j'ai été absente quelques années, que cela soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, même si j'étais tout de même plus présente sur Instagram. Hein. Les personnes qui me suivent à cet endroit-là savent un petit peu plus sur ma vie, sur ce qui se passe. Rien de fou, c'est simplement que le travail m'a pris beaucoup de temps. J'ai décidé de m'accorder en fait des petits plaisirs de travail, grosso modo. Je suis partie pendant à peu près 3 ans en région parisienne pour travailler. Tout en faisant des allers-retours chez moi. Clairement, c'est parce que j'ai pu bosser dans des endroits où j'avais toujours rêvé de travailler une fois dans ma vie. J'ai pu travailler au château de Versailles, j'ai pu travailler à Disneyland. Enfin, c'était vraiment des sortes de petits rêves ou autres. Je ne fais vraiment pas partie de ces gens qui sont fixés sur un travail de 25 ans à 65 ans. J'aime l'idée de pouvoir changer. J'ai profité du fait qu'il n'y ait pas trop de monde en Île-de-France, dans les lieux touristiques, etc., avec le Covid, pour y travailler, pour pouvoir profiter de la vie là-bas, pour pouvoir visiter les musées vides. J'ai vraiment profité. J'ai plein de vidéos, j'ai plein de photos. Vous pouvez aller voir sur Instagram, je vais essayer d'en publier aussi de manière un peu plus fréquente pour vous recommander des endroits à visiter, pour vous montrer tout simplement des lieux que j'ai aimés, pour me garder en fait des souvenirs, etc. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le monde revient un petit peu partout et donc il a fallu que je commence à fuir l'Île-de-France et revenir chez moi au calme, au bord de l'eau, avec mon chien. C'était vraiment une expérience super, j'ai pu rencontrer des gens merveilleux qui m'ont sauvé la vie. Littéralement, j'ai pu profiter, j'ai pu voir plein de choses. Là, il était temps pour moi de revenir à une vie plus paisible, plus calme, avec beaucoup moins de monde. La partie chiante étant terminée, passons au livre. Vous voici donc bloqué 24 heures avec moi. Bien entendu, il faut que je dorme. Je n'ai plus l'âge de ne pas dormir et j'adore dormir, donc je ne passerai pas outre ça. Je me suis dit que j'allais profiter de ce challenge pour caser un maximum de petits livres parce que de un, moi ça me permet de lire ces livres que j'ai depuis des années. De deux, ça vous propose un contenu un petit peu plus varié. Je vais prendre mon téléphone et voir les livres que j'avais notés pour cette journée. D'ailleurs, avez-vous vu à quel point il est joli? Magnifique. Il m'a fallu 2 mois d'attente pour que la créatrice le fasse, mais je suis ravie. Pour vous spoiler un petit peu, aujourd'hui j'avais envie de lire un Annie Ernaux, un Agatha Christie, un livre de Jean Giono, ainsi qu'un essai féministe. Voilà. Je ne vais pas en dévoiler plus, vous le saurez au moment où j'aurai lu ou pas le livre en question. Par contre, je me suis dit, tenez, que je vais commencer très rapidement cette vidéo par vous parler d'une de mes dernières lectures qui fut une grosse déception. Pourquoi je commence cette vidéo par un truc négatif? Je ne sais pas. J'ai vu la vidéo d'Ajar à ce sujet qui a un avis assez similaire au mien, pas forcément pour les mêmes raisons, mais voilà, ça m'a donné envie d'en parler. J'ai lu donc Cher connard de Virginie Despentes et ce fut une énorme déception. Je crois que c'est la déception de l'année en ce qui me concerne. Parce que je ne retrouve pas du tout Virginie Despentes comme j'aime la lire. J'ai l'impression c'est terrible à dire qu'elle se ramollit dans son argumentation. Je ne comprends pas en fait le pourquoi de cet ouvrage. C'est un roman épistolaire qui alterne entre des lettres écrites par une actrice célèbre de, je sais même plus quel âge elle a, de 50-60 ans, et un auteur fan d'elle qui a tenu des propos discriminatoires à son encontre
sur les réseaux sociaux et qui a également à côté harcelé une de ses collègues de travail, Zoé, jeune journaliste dont on voit de temps en temps les papiers également entrecouper les échanges épistolaires entre les deux personnages principaux. Ce sont d'ailleurs à mon sens ces articles qui sont les plus intéressants. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas été plus développé parce que là on reste vraiment dans un échange épistolaire avec uniquement 2 personnes alors qu'il y a 3 protagonistes dont la victime de l'un des protagonistes. J'essaye généralement de ne pas accorder trop d'attentes dans mes lectures, notamment depuis le désastre de Sylvia Plath, qui voilà, clairement m'a un petit peu dégoûtée du fait d'avoir des attentes. Mais là, je vous avoue que Despentes a fait quand même assez fort, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça de sa part. Même sur la forme, c'est beaucoup moins punchy. C'est pas le fait que ça soit des lettres, j'adore les lettres, j'adore les liaisons dangereuses par exemple. Le fait d'avoir ce protagoniste masculin tout au long de l'histoire à qui on pardonne, au bout d'un moment c'est épuisant. Je m'attends pas forcément à avoir des protagonistes ultra attachants chez Despentes parce qu'elle essaye de proposer des gens qui sont assez normaux et donc avec beaucoup de défauts, beaucoup de qualités aussi. Mais voilà, pas des gens qui sont tout lisses, ça j'aime. Je trouve que les messages véhiculés ne sont pas du tout en accord avec déjà ce que moi je pense, limite ça on s'en fiche parce que c'est ultra personnel, hein. Sachant que c'est un roman bien sûr et donc c'est pas forcément l'avis de l'autrice qui est mis comme ça, j'espère pas du moins pour elle franchement, parce que sinon il y a quand même une évolution certaine de Despentes, hein, politiquement. Il est très compliqué, lorsqu'on est Virginie Despentes, de proposer un livre qui n'est pas également très politique, et là j'ai été déçue par la politique. Le fait de mettre à égalité ces 3 personnages sur le même plan, voire même de donner plus d'importance à un harceleur qu'à une victime, ça m'interpelle beaucoup, pour ne pas dire que ça me foudroie. Je ne vois pas du tout quel est l'intérêt de cette prise de position, à nouveau notamment lorsqu'on est Virginie Despentes. Là, la part de politique qu'elle y met, je la trouve très soft, très retenue, et pas dans le bon sens du terme. Ça me gêne en fait, de voir que quelqu'un qui était aussi revendicateur que Virginie Despentes se retrouve à proposer en 2022 un ouvrage si mou. C'est un ouvrage qu'elle aurait pu limite publié peut-être il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais, ça aurait bien retenti avant MeToo. Globalement, ça reste une déception. Je n'aime pas le message que l'on laisse. Je n'aime pas le fait qu'on se retrouve avec un homme qui est pardonné. Bon, ça dépend vraiment de chacun. Peu importe, c'est pas mon cas, comme vous l'avez peut-être remarqué, mais peu importe, ça je comprends bien que tout le monde est différent. Le mettre à égalité, lui donner plus d'importance et conclure par le fait que il y a presque un côté, oui, c'est bon, les femmes le cherchent presque. Et lié à ça, au fait que ce soit Virginie Despentes qui dit ça, je suis un petit peu perplexe. Honnêtement, si on me l'avait mis entre les mains sans me montrer le nom de l'autrice, je n'aurais pas su que c'était Virginie Despentes. Maintenant, en ce qui concerne mes lectures de la journée, je vais commencer par une autre autrice française. De toute manière, je crois que j'ai que des autrices françaises et des auteurs français aujourd'hui. Bref, on verra ça. Ah non, j'ai une anglaise. Forcément toujours une anglaise. Bref, je vais commencer par Annie Ernaux et j'ai pris pour ce faire ce petit livre qui a bien vécu, hein, il était à ma maman, qui s'appelle Passion simple. Si vous entendez un ours actuellement, c'est que ma chienne est juste devant. C'est fini. Donc c'est un récit qui fait une 60aine de pages. Je vais le commencer, je vais même d'ailleurs le finir, je pense. Et ensuite, je reviens vous voir à ce sujet. Me revoici donc après avoir terminé Passion simple d'Annie Ernaux. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas du tout une spécialiste d'Annie Ernaux. J'ai dû lire peut-être 2 livres d'elle. Donc j'ai pas forcément le recul nécessaire ou les connaissances littéraires pour correctement l'aborder. Après, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi de lire uniquement des petits livres d'elle. Par exemple, j'ai jamais lu Les Années, j'ai jamais lu L'Événement. Je suis pas du tout une bonne lectrice d'Annie Ernaux, il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais c'est vrai que le genre de l'autofiction n'est pas forcément le genre que je préfère. Je viens de réaliser que c'est très compliqué de résumer les ouvrages d'Annie Ernaux parce que la trame est tellement simple. L'autrice décide de nous parler, comme le titre peut le laisser supposer, d'une passion. Ici, une passion amoureuse, sensuelle, sexuelle, qu'elle a connue après qu'elle ait eu ses enfants. Donc je ne sais pas trop quel âge elle a à ce moment-là, peut-être 50 ans. Lorsqu'elle a rencontré un homme étranger de l'Est, hein, il me semble qu'il vient. Je viens juste de le lire, hein. Vous avez vu à quel point je retiens les détails, ça fait peur. En même temps, elle donne pas forcément trop de détails parce que justement, elle veut pas que la personne
soit reconnu, etc. Sachant que la personne en l'espèce était mariée. Au-delà de l'histoire, qui pour ma part n'est pas forcément le genre d'histoire que j'aime, je suis pas du tout intéressée par les histoires françaises sur l'adultère, sur le divorce, les relations amoureuses de la sorte, très intenses, mais en même temps très courtes, etc. Le lien vie, mort, sexe, etc. Moi, ça me gonfle assez vite, donc j'avais un petit peu peur, j'avoue, en abordant ce livre-là, parce que de tous les ouvrages d'Annie Ernaux, c'est celui qui avait le thème qui m'intéressait le moins. Pour autant, j'ai été vraiment, vraiment intéressée par tout ce qui se dégage de cet ouvrage, tout ce qui est autour de l'ouvrage. Le fond derrière l'histoire m'a beaucoup plu. Le fait que l'on puisse s'y retrouver m'a vraiment fascinée. S'y retrouver alors même qu'on n'a pas forcément connu ce qu'elle a connu. Elle parle d'une passion. En l'espèce, c'est une passion amoureuse, ça pourrait être toute forme de passion. Le fait d'avoir ressenti un jour dans sa vie cette vague, cette impression d'être submergé par l'émotion, se noyer dans le plaisir, dans le bonheur, d'ignorer complètement tout ce qui est autour, peu importe la raison, ça c'est quelque chose où tout le monde peut se retrouver. J'ai adoré le fait qu'elle mélange plein de petits détails, le fait qu'elle qu'elle ne passe pas l'aspirateur parce qu'elle a peur de manquer un appel. C'est tellement pratique, c'est tellement ce qu'on fait nous, enfin moi c'est ce que je peux faire dans mon quotidien. C'est vraiment ce genre de petits détails qui moi me font aimer ces écrits d'Annie Ernaux, vraiment. Parce que c'est à la fois extrêmement individuel et en même temps collectif. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a pas mal dit ces derniers temps. J'ai pas du tout vu les émissions consacrées à Annie Ernaux depuis qu'elle a reçu le prix Nobel de littérature. Je crois avoir perçu que c'est une idée qui revient. Et je suis assez fascinée d'observer à quel point c'est vrai. Le fait qu'une on va dire une histoire chroniquée d'une passion puisse avoir cette dimension, presque expérience collective féminine, c'est fascinant. Je ne sais pas comment elle fait. Le style littéraire est pourtant très sec, hein, ce sont des phrases courtes, il n'y a pas forcément énormément de mots, mais pourtant chaque mot est à sa place, chaque mot est là où il doit être, et chaque mot a son but, son utilité, son sens aussi, et l'ensemble est vraiment impressionnant en fait, je m'attendais vraiment pas à ça. Et au-delà de l'histoire, de l'affaire, il y a un questionnement en tant qu'autrice sur la littérature, sur le lien entre expérience et littérature. On pourrait même dire, j'en parlais tout à l'heure, mais entre vie et littérature, c'est très présent dans son livre. Et elle fait ça de manière subtile, de manière intelligente, avec de l'humilité. Et j'ai vraiment adoré cette manière de faire. J'ai lu un autre ouvrage, pas du tout la même chose, hein, récemment de Laurent Binet, que je n'ai pas fini d'ailleurs, il faut que je le termine, où il y introduit aussi une part presque d'autofiction à l'intérieur. Et c'est tellement autocentré, alors qu'il propose une biographie d'un autre personnage, en l'occurrence c'est une biographie sur Reinhard Heydrich, et il parle tellement de lui alors que c'est censé être une biographie, alors que là elle parle d'elle, et en même temps on a l'impression qu'elle parle de toutes les femmes, à toutes les femmes. La différence entre ces deux textes est sidérante. Et je m'attendais pas en fait à aimer à ce point-là, parce qu'à nouveau, comme je l'ai dit, le thème, aucun intérêt pour moi. J'ai du mal avec le genre autofiction. Soit c'est faux, c'est de la littérature, c'est de la fiction, donc ok, je peux m'attacher parce que voilà. Soit c'est vrai parce que ce sont mes proches qui me parlent de leurs histoires, c'est un témoignage, une situation, etc. Mais le fait de mélanger les deux, ça me perturbe à chaque fois. Et là, j'ai bien aimé. Et c'est tout de même un bon point. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez déjà lu cet ouvrage. Hello! Alors j'ai un petit peu changé l'angle, là j'ai pris mon téléphone, donc le micro doit être beaucoup moins bon, mais j'avais envie d'être un petit peu en extérieur et j'avais pas envie de prendre tout le matos pour parler de mon autre lecture, donc désolée si ça tremble un petit peu. Voilà, c'est en format vlog. Je viens de lire pendant mon goûter, donc en livre audio, L'homme qui aimait planter des arbres de Jean Giono, ou L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Je sais même plus. C'est un rapport avec la nature et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir un petit fond de nature derrière moi. Enfin, peut-être les fleurs qui restent encore un petit peu, les dernières peut-être. C'est une petite nouvelle et comme le titre peut le laisser entendre, ça parle d'un vieil homme qui décide pendant toute sa vie de planter des arbres. Et
et les effets que ça va avoir sur lui, sur les familles, sur la région, sur la terre aussi également. Actuellement, je pense qu'on pourrait poser que c'est un petit ouvrage écologiste, ça l'est, mais il n'a pas du tout été posé comme tel au moment où il a été écrit. Il me semble qu'il a été écrit d'ailleurs pour un concours de nouvelles ou quelque chose comme ça, ou pas forcément un concours, mais en tout cas pour être publié dans un magazine, voilà, avec un thème bien spécifique. Ça fut une lecture extrêmement plaisante. Jean Giono écrit très bien. On a l'impression d'être dans du Pagnol, mais en même temps version Giono. Je pense que c'est à lire à tout âge. Vous pouvez lire ça à vos enfants, vous pouvez relire ça adulte. C'est tout simplement une rencontre. Le narrateur, Elzéar, qui décide d'aller dans le sud, voilà, en balade, en randonnée, etc., qui se perd un petit peu, qui découvre des petits villages qui sont très pauvres, qui sont peu peuplés, dans une région très aride, etc. Rencontre un homme donc, qui lui explique son projet de planter essentiellement des chênes, puis après des hêtres, etc. Des arbres, et donc tous les jours il plante, je ne sais même plus combien il fait, 100 arbres ou 1000 arbres, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, le narrateur revient d'année en année et il voit l'évolution du paysage. Il voit que la vie reprend son cours, ou que la vie démarre, enfin plutôt reprend son cours, parce qu'elle a toujours été là, hein, c'est nous qui détruisons un petit peu tout. Au-delà du fait que ce soit plaisant et agréable à lire, c'est un livre qui est intéressant, qui parle de certaines choses. On peut lui faire tenir plein de propos, plein d'idées, et c'est intéressant à étudier sur tous les plans, fond et forme. D'ailleurs, un petit peu à la manière d'Annie Ernaux, il y a un côté extrêmement individuel et en même temps totalement universel dans cette histoire. Donc c'est peut-être un petit peu naïf, mais en même temps c'est doux à lire. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Il fait beau, là je suis entourée de nature, je sais à quel point j'ai de la chance d'être entourée de nature, et je sais aussi que ce n'est pas le hasard, et que ce n'est pas quelque chose qui nous est ni dû, ni qui durera forcément si on continue notre train de vie. Je ne parle pas forcément en tant qu'individu, je parle de manière très, très globale. Donc voilà, ça m'a fait du bien, et en même temps ça m'a fait réfléchir. C'est très émouvant dans un sens. Il y a un côté très, très conte, très, très petit prince en fait dans ce texte, et qui pourtant est beaucoup moins connu que celui-ci, mais qui a également vraiment, vraiment son importance. Le goûter, le repas le plus important de la journée, rappelons-le, étant terminé, me voici pour ma nouvelle lecture. Je viens de finir un petit essai d'Alice Zeniter qui s'intitule... Alors attendez, je n'ai même plus le titre. Je suis une fille sans histoire. Je ne savais pas du tout de quoi il était question. C'était pour moi un essai féministe, donc je me suis dit un petit essai féministe, parfait. Ça entre très bien dans ma journée de lecture de petits livres. Et il se trouve qu'en fait c'est certes féministe, mais ce n'est pas le sujet. En effet, son essai traite essentiellement du récit. Alors je ne m'attendais pas du tout à avoir un tel thème, et en vérité ce fut fascinant. C'est on va dire une sorte de vulgarisation scientifique de ce qu'est un récit, comment il est créé. Elle aborde des notions de sémiologie, de narratologie. Pour ma part, je connaissais grossièrement voilà, via l'école, mais pas du tout en profondeur. D'ailleurs, elle n'aborde pas ça en profondeur. Elle fait vraiment un résumé, et un résumé extrêmement ludique et pédagogique. J'ai adoré sa manière de faire. C'est fun, c'est drôle. Elle a de nombreuses références à la culture littéraire, mais également populaire. Elle parle de Sherlock Holmes. Elle a tout un chapitre à ce sujet, très intéressant d'ailleurs, qui explique la manière dont on peut connaître des choses par les mots, enfin bref, c'est très très compliqué à expliquer, elle l'explique tellement mieux que moi. C'est vraiment un ouvrage que je recommande. J'ai été particulièrement émue par la fin, je suis désolée, cette explication est extrêmement décousue. J'adore faire des vlogs lecture, mais en vérité, je suis très mauvaise pour expliquer sur le moment mes émotions. Je parle de la fin alors, avant de parler du reste. C'est ridicule, mais en vérité, je crois que c'est l'une de mes lectures préférées de la journée, très étonnamment, alors que c'est celle...
voilà, que j'ai commencé vraiment par hasard. Je vais essayer de reprendre un peu dès le début, sachant que c'est un court ouvrage, donc à nouveau, comme les autres, je peux pas trop développer parce que je raconterai tout, même s'il n'y a pas non plus un suspense de fou. Mais comme elle explique qu'il y a tout de même une construction narrative et je ne veux pas non plus spoiler tout ce qui va se passer en termes de péripéties. Donc c'est un livre sur le récit, sur comment il est créé, par qui il est créé et les effets qu'il peut avoir. Elle prend l'exemple de nos arrière ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs. Mais à 80%, ils étaient cueilleurs. Sauf que dans notre tête, parce qu'on a des récits qui nous viennent notamment des peintures sur les cavernes, dans nos têtes, les personnes de l'époque chassaient essentiellement le mammouth, par exemple. Sauf que dans la réalité, ce n'était pas le cas. Ils mangeaient essentiellement ce qu'ils ramassaient, ce qu'ils cueillaient, des fruits, des légumes, etc. Mais parce que le récit nous a appris autre chose, on a une idée autre de ce que c'était à l'époque. Je complique énormément le propos qu'elle elle-même développe. Clairement, en 5 lignes, elle arrive à expliquer ça d'une manière magistrale. Et c'est vraiment pour ça que je vous recommande de le lire. Pris comme ça, le thème, vous vous dites oui, bon, un essai sur le récit, oui, pourquoi pas. Mais c'est bien, c'est intéressant, c'est drôle. À la base, il me semble que c'était un spectacle. C'était un one-woman show... pièces de théâtre, etc., qu'elle a ensuite adapté en essai. Et je trouve que ça se voit. J'aurais adoré, honnêtement, le voir sur scène, parce que je trouve que c'est un thème qui n'est pas beaucoup abordé. Et bon, il y a un moment donné, les thèmes abordés sur scène, ça tourne souvent autour des mêmes choses. Donc lorsqu'il y a un sujet qui se détache, pourquoi pas. Ce qui est très appréciable, c'est qu'elle prend les grands ponts qu'elle a étudiés à l'université. Elle prend par exemple Aristote au début, elle explique la façon dont lui-même expliquait comment faire des récits, comment écrire, comment créer une fiction. Il y a un petit côté politique qui s'installe, qui m'a beaucoup plu. Le fait que pour lui, héros, comment créer un héros? Déjà, c'est forcément un héros. Ça peut pas être une héroïne et ça peut pas être une personne esclave. Donc c'est forcément un homme blanc, son héros. C'est forcément un homme blanc qui agit. Ça, c'est la trame principale de tous les récits. Et elle explique ça de façon extrêmement pertinente et simple. C'est facile à suivre, beaucoup plus que mes propres explications. C'est vraiment un ouvrage que je recommande. Pour revenir à la fin, d'ailleurs, j'ai été particulièrement émue. Elle ouvre vraiment sa fin, où elle se balade à la fin en forêt, accompagnée. Voilà, je vais pas forcément dire de qui. Et ça a été extrêmement émouvant pour moi, honnêtement. Je crois que j'ai pleuré 5 minutes à la fin du livre parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un côté sororité, un côté, je ne sais pas, nature. Et ça allait très bien avec le Jean Giono que j'ai lu juste avant et ça m'a vraiment transportée. Et ce fut une belle surprise. Je n'ai jamais lu d'ouvrage de cette autrice. Honnêtement, ça m'intéresse pas particulièrement. Et en plus, elle-même dit qu'elle ne passerait pas forcément le Tess Bechdel avec, même si je trouve que L'Art de perdre est un magnifique titre. Alors je pense que c'en est assez pour cet essai. Je vais faire une petite pause et ensuite attaquer, je pense, mon dernier livre qui va être un policier très adapté à la saison, vous allez le voir. Vous voulez connaître l'une des raisons pour lesquelles je ne souhaite plus travailler dehors l'été? Ceci. Je ne sais pas si vous apercevez la démarcation. Elle est de toute beauté. Bref, passons. Je viens vous parler donc de ma dernière lecture effectuée hier soir. Clairement, je n'étais pas très réveillée pour vous proposer un avis, donc je me suis dit que j'allais le faire ce matin, ce qui n'est pas forcément plus intelligent, parce que je ne suis pas particulièrement plus réveillée. Mais en tout cas, j'ai lu La Fête du Potiron d'Agatha Christie. Je pense que comme pas mal de personnes, en ce moment, j'ai très envie de lire des lectures un petit peu doudou, donc du thriller, de la fantasy, voilà, de la littérature de genre qui m'embarque un peu loin de toute forme de réalité, si j'ose dire. Et Agatha Christie, forcément, c'est l'une de mes autrices doudou qui me fait du bien par excellence, donc je ne pouvais pas passer à côté. La trame de départ est assez simple. Le soir de la fête du 31 octobre, qui a réuni plusieurs familles et enfants voilà, au sein d'une grande maison, une petite fille de, je ne sais même plus son âge, peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, est retrouvée morte, noyée. Plus précisément, on la retrouve dans un bac rempli d'eau et de pommes. Vous savez, il s'agit du jeu où on doit se pencher vers le bac à eau et attraper les pommes par la bouche. Ce soir-là, une romancière d'écrits policiers
se trouve invité à cette fête et il se trouve que cette romancière est une amie d'Hercule Poirot. Elle va donc appeler Hercule Poirot afin qu'il résolve cette affaire. Je ne vais pas forcément en dire plus. Je dois dire que malheureusement, j'ai été assez déçue par cette histoire. Ce n'est clairement pas l'histoire que je vous recommande pour commencer Agatha Christie si vous ne la connaissez pas. Est-ce que c'est un livre à lire si vous souhaitez lire du Agatha Christie ou connaître d'autres histoires d'Hercule Poirot? Pourquoi pas? Malheureusement, j'ai vu pas mal de choses venir, ce qui est plutôt rare pour Agatha Christie. En général, elle arrive toujours à me berner. Et là, je n'ai pas retrouvé forcément les twists, les surprises qu'il peut y avoir. Bon, alors bien entendu, c'est écrit au début du XXe siècle, donc il y a des propos qui sont toujours un petit peu bizarres à lire, en ce qui me concerne en tout cas. Je sais que j'ai déjà abordé cette question sur Agatha Christie. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, mais bon. Voilà, chacun ses avis. Cela ne m'empêche pas de la lire et d'adorer la lire, de toute évidence. Mais l'ensemble est très efficace, hein. Clairement, en 3 heures, cet ouvrage est terminé sans souci. La plume est efficace, elle est rapide, elle est dynamique, elle est un poil sèche, mais personnellement c'est ce que j'aime bien chez Agatha Christie. Il n'y a pas trop de fioritures et en même temps il y a quand même des détails qui nous permettent de réfléchir aux éléments de résolution de l'enquête. Mais en ce qui concerne l'histoire même, je trouve tout de même qu'il n'y a pas eu assez de surprises. On voit dès le début où on nous mène. Je pensais être surprise à un moment donné. Cela ne m'a pas empêché d'avoir peur, honnêtement. J'ai allumé les lumières hier soir parce qu'à un moment donné, je me suis créé un petit scénario qui était beaucoup plus angoissant que la réalité. Et ça a commencé à me faire un petit peu flipper, à savoir que je suis assez sensible comme personne. Je ne regarde pas de films d'horreur, etc. Je peux en lire, ça me pose beaucoup moins de soucis, mais ça n'empêche pas forcément d'avoir peur. Et Agatha Christie arrive assez régulièrement à me faire peur, alors qu'il n'y a absolument rien. On voit pas des mares de sang partout. Je trouve qu'elle arrive toujours assez bien à créer des ambiances où il y a des petits éléments qui se trouvent angoissants. Et cela conclut donc ce vlog de lecture pendant 24 heures. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que comme cela fait 1 an et demi que je n'ai pas tourné, c'est un petit peu brouillon. J'ai encore du mal à organiser rapidement mes idées et à bien me concentrer sur la caméra. Je pense que ça reviendra avec le temps. Je n'ai pas prévu de calendrier de publication de vidéos parce que vous me connaissez, la vie à chaque fois m'embarque dans une autre aventure. Mais dans l'idéal, je souhaiterais poster 2 fois par mois, 1 fois toutes les 2 semaines, grosso modo. Sinon, vous me retrouvez bien entendu sur Instagram. C'est là où je réponds plus rapidement et où je suis plutôt présente. J'essaye de poster 2-3 fois par semaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de soirée et vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Au revoir!